Faites sortir ce vieil homme malade de notre maison. Je ne veux pas qu'il s'approche de mes enfants. Ce soir-là, ma belle-fille hurla à l'adresse de mon fils. Il acquiesça. Le matin, il me dit « Papa, tu ferais mieux de partir ». Je fis silencieusement ma valise et quittai leur maison pour toujours. Mais je n'emportais pas seulement mes affaires. J'emportais aussi 12 millions d'euros. Le dossier médical reposait sur le siège passager, un dossier cartonné et banal, comme si elle contenait des papiers d'assurance automobile plutôt qu'une bombe à retardement. Je gardais une main sur le volant, l'autre tambourinant sur ma cuisse, tandis que je m'engageais sur l'avenue Jean-Médecin, à Nice. Insuffisance cardiaque modérée. Les mots du médecin résonnaient en boucle. 15 à 20 ans avec une gestion appropriée, pas une condamnation à mort. Une condition gérable. J'avais honnêtement anticipé pire. 63 ans d'enjeux et de stress. À bâtir une entreprise à partir de rien, à la revendre 5 ans auparavant. J'aurais dû être reconnaissant. Mais en roulant vers la maison de mon fils à Cimiez, Nice, cette demeure que j'avais aidé à acquérir avec 50 000 euros qu'il croyait être un cadeau, la gratitude me semblait prématurée. Le véritable test commençait ce soir. Cela faisait 3 ans que je vivais avec mon fils Michael et sa femme Jennifer. 3 ans à jouer le retraité modeste, le père qui avait liquidé ses affaires et simplifié son existence. Chaque mois, je remettais à Michael 3 000 euros en espèces, ma contribution aux dépenses du ménage. Il l'acceptait comme un loyer de locataire, ce que j'étais, je suppose. Je me garais dans l'allée, à côté du SUV blanc de Jennifer. La maison paraissait parfaite, sous la lumière déclinante de Mars, tout en charme provençal et avec un jardin soigneusement aménagé. Mes 50 000 euros avaient rendu cela possible, bien qu'ils n'auraient jamais la pleine mesure de ce que j'aurais pu faire pour eux, ce que je pouvais encore faire s'ils s'en montraient dignes. À l'intérieur, ma petite fille Olivia, 8 ans, avec les yeux vifs de sa mère, mettait la table. Mon petit-fils, Lucas, 6 ans, faisait s'écraser des voitures miniatures sur le sol du salon. « Papy !» Lucas se jeta sur mes jambes. Je le rattrapais, sentant la douleur familière dans le bas de mon dos. Doucement, petite course de démolition. Je lui ébouriffai les cheveux. « Où est ton papa ?»« Au bureau », répondit Olivia, sans lever les yeux de ses fourchettes, déjà si précises, comme sa mère. Reproduisant déjà l'efficacité de sa mère, Michael apparut, vêtu de sa tenue décontractée du week-end. Un polo coûteux, un jean de créateur qui valait plus que ma première voiture. À 38 ans, il avait hérité de ma carrure, mais d'aucune de ma détermination. Consultant en marketing, quoi que cela veuille dire, il gagnait un argent décent, mais en dépensait davantage. « Salut, papa, comment s'est passé le rendez-vous » Je brandis la chemise. J'ai les résultats. Son expression vacilla. De l'inquiétude peut-être, ou juste un intérêt poli. Difficile à dire ces derniers temps. « Parlons-en après le dîner », dis-je. Jennifer apparut de la cuisine, les cheveux blonds tirés en arrière, vêtue de vêtements de yoga qui coûtaient probablement 200 euros. À 36 ans, elle s'entretenait avec le dévouement de quelqu'un qui craignait de vieillir. Elle jeta un coup d'œil à la chemise, puis à moi, puis détourna le regard. « Le dîner est prêt », annonça-t-elle. « Les enfants, lavez-vous les mains. » Nous nous assîmes. Poulet grillé, légumes rôtis, quinoa. La cuisine de Jennifer était compétente et sans joie. Chaque repas était calibré pour la santé et l'esthétique. « Alors, le médecin ?» dit Michael, coupant son poulet en morceaux identiques. J'avais répété cette annonce calme. « Observez leur visage, mesurez leur réaction. Insuffisance cardiaque, stade modéré. » Je laissais l'information s'installer. J'observais. Cela semble effrayant, mais c'est gérable avec des médicaments et des changements de mode de vie. Le cardiologue était en fait optimiste. 15 à 20 ans avec des soins appropriés. La fourchette de Jennifer s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « C'est préoccupant, papa. Il faudra être prudent. » Ses yeux se posèrent sur Michael une fraction de seconde, un regard que je n'étais pas censé remarquer. « Oui, papa, c'est difficile. » Michael tendit la main vers son verre d'eau. « Assure-toi de suivre les prescriptions du médecin. » Des mots sans chaleur. Une sympathie de façade, comme on commenterait les embouteillages de quelqu'un. Olivia me regardait avec de grands yeux. « Tu vas aller bien, papy ?»« Je vais bien, ma chérie. »
lui souris-je. Cela signifie juste que je dois prendre mieux soin de moi. Michael, as-tu terminé la proposition Henderson? Demanda Jennifer. Juste comme ça, le sujet changea. Ma santé, mon diagnostic, balayait aussi vite qu'une remarque sur la météo. Michael se lança dans les détails de son travail. Jennifer hocha la tête, posa des questions, s'engagea pleinement. Je mangeais mon poulet et mémorisais l'instant. Après le dîner, je m'excusai pour me retirer dans ma chambre. Le bureau converti, le plus petit espace de la maison, contenait à peine mon lit et ma commode. J'ouvris le tiroir supérieur où 12 enveloppes identiques reposaient en rang, une pour chaque mois de l'année. J'avais préparé celle de ce mois-ci il y a 3 jours. 30 billets de 100 €, neufs et craquants. De retour dans la salle à manger, Michael chargeait le lave-vaisselle. Je lui tendis l'enveloppe. La contribution de ce mois-ci. Il la prit sans regarder à l'intérieur. Merci, papa. Même plus de prétention à la gratitude. Juste une acceptation automatique. La mémoire musculaire d'un droit acquis. Jennifer observait depuis l'embrasure de la cuisine, son regard suivant l'enveloppe jusqu'à la main de Michael avant qu'elle ne se détourne. Je me retirai dans ma chambre et m'assis au bord de mon lit. Les murs étaient minces ici. J'entendais Michael et Jennifer s'affairer, coucher les enfants, suivre leur routine du soir. Puis la porte de leur chambre se referma, et j'entendis des voix, pas encore des mots, juste des intonations qui montaient et descendaient. Le volume augmenta. Je me levai, m'approchai de ma porte. Ma main trouva la poignée. Quelque chose me tira dans le couloir. Un instinct me disait que c'était important, que je devais entendre ce qui allait suivre. J'ouvris ma porte, doucement. Je m'avançai dans le couloir faiblement éclairé. Au fond du couloir, une lumière jaune filtrait sous la porte de leur chambre. Les voix devinrent plus nettes, plus distinctes. Celle de Michael, murmurée, défensive et faible. Puis la voix de Jennifer, tranchante, perçant les murs. « Il faut qu'on parle de ton père. » Je restai figé, les mains toujours agrippées à la poignée de ma porte. Les mots restaient suspendus dans l'air, comme une lame au-dessus de ma nuque. « Parce que j'en ai marre, Michael. J'en ai complètement marre. » La voix de Jennifer portait une rage que je n'avais jamais entendue diriger contre moi, bien que j'aie toujours soupçonné qu'elle sommeillait quelque part sous son apparence sereine de yogi. La réponse de Michael était à peine audible. « Jenny, baisse la voix. Les enfants iront bien. Fais sortir ce vieil homme malade de ma maison. Je ne veux pas qu'il soit près de mes enfants avec toutes ces maladies. Il nous tire vers le bas, Michael. Tu ne le vois donc pas ? » Les mots frappaient comme des coups physiques. Vieil homme malade. Ma maison. Il nous tire vers le bas. Jenny, c'est mon père. Où est-il censé aller? Je m'en fiche. Une maison de retraite, un appartement, n'importe où. Nous lui avons offert un toit quand il en avait besoin. Maintenant, il doit se débrouiller, surtout avec ses problèmes cardiaques. Et s'il meurt ici? Et si les enfants le trouvent? Y as-tu pensé? Sa voix dégoulinait de mépris. Chaque mot imprégné d'un dégoût qu'on ne pouvait ni feindre ni exagérer. C'était sa vérité, enfin révélée. Il paie 3 000 € par mois, tenta Michael faiblement. 3 000 €? Cette maison nous coûte 5 000 € par mois rien qu'en hypothèque, sans compter les charges, la nourriture, tout le reste. Il couvre à peine la moitié de sa part, et maintenant il est malade. Non, absolument pas. Je veux qu'il parte. Où suis-je censé lui dire d'aller? Dis-lui n'importe quoi. Dis-lui que nous avons besoin d'espace. Dis-lui que c'est mieux pour sa santé d'avoir son propre logement. Je me fiche de ce que tu dis. Fais-le partir. 1 semaine, Michael. Je veux qu'il soit parti dans 1 semaine. Le silence s'étira. J'attendais que Michael me défende, qu'il montre un peu de caractère, qu'il retrouve le garçon que j'avais élevé pour défendre ce qui est juste. D'accord. Sa voix sortit petite, vaincue. D'accord, je lui dirai demain. Arrête juste de crier. Je reculai dans ma chambre, refermai la porte avec un silence précautionneux. Ma main tremblait en lâchant la poignée. Je restais dans l'obscurité. Je n'allumais pas la lumière. Je ne bougeais pas vers le lit. Je restais juste là, absorbant tout le poids de ce que j'avais entendu. Il y a 3 ans,
Michael m'avait appelé. Papa, Jenny et moi avons trouvé cette maison incroyable, mais il nous manque de quoi payer la compte. J'avais fait le chèque de 50 000 € le lendemain. L'étreinte reconnaissante de Michael, les larmes de joie de Jennifer. Merci, merci. Cela signifie tout pour nous. 3 ans. 3 ans d'argent liquide chaque mois, à me faire plus petit, à tester si leur gratitude était sincère ou répétée. J'avais ma réponse. Je me dirigeais vers le placard, écartais les chemises suspendues et trouvais la petite boîte sécurisée sur l'étagère supérieure. À l'intérieur, des relevés bancaires privés que je gardais cachés. Le plus récent affichait un solde de 12 347 000 €, à quelques intérêts près qui s'accumulaient quotidiennement. Il pensait que j'avais tout perdu en vendant mon entreprise, que j'avais réduit mon train de vie par nécessité plutôt que par choix. Il n'avait aucune idée du prix réel de la vente, de ce que j'avais soigneusement investi, de ce que j'avais délibérément dissimulé en jouant le rôle du modeste retraité. Je m'assis sur mon lit, dans l'obscurité totale, et ne dormis pas. Les souvenirs affluaient. Le financement des études universitaires de Michael, 180 000 € sur 4 ans. L'investissement immobilier que je l'avais aidé à acheter dans la vingtaine, puis que je l'avais aidé à vendre quand il l'avait mal géré. La voiture, le mariage, les aides et les renflouements sans fin, les soutiens qui n'avaient apparemment bâti que de l'attente. Quand la lumière finit par se glisser sous ma porte, j'avais transformé la trahison en quelque chose de plus dur, de plus clair, de plus utile. J'entendis du mouvement dans la cuisine, des bruits de petit déjeuner. Je m'habillai, m'aspergeai le visage d'eau et sortis pour trouver Michael préparant du café avec une concentration exagérée. « Bonjour, papa. » Il ne croisa pas mon regard. « Bonjour. » Nous restâmes dans un silence gênant. Jennifer passa en coup de vent, attrapa son téléphone et disparut à nouveau. Les enfants dormaient encore. Michael s'éclaircit la gorge. « Papa, j'ai pensé que ce serait peut-être mieux, tu sais, pour tout le monde si tu trouvais ton propre logement, ton propre espace pour ta santé. Vraiment. Moins de stress, plus d'indépendance. Nous te donnons 1 semaine pour, prendre tes dispositions. » Chaque mot était répété, mais mal prononcé. Il fixait sa tasse de café comme si elle contenait des réponses. Je regardais mon fils, le regardais vraiment, et vis clairement ce qu'il était devenu. Un homme façonné par la voie de la moindre résistance, marié à une femme qui avait consumé tout le caractère qu'il aurait pu posséder. Je comprends parfaitement, Michael. Ma voix était froide, maîtrisée. Je vais commencer à prendre mes dispositions dès aujourd'hui. Quelque chose dans mon ton le fit lever les yeux brusquement. Peut-être s'attendait-il à des protestations, de la culpabilité, des supplications. Au lieu de cela, il reçut une acceptation qui aurait dû l'effrayer plus que la colère. Je me dirigeai vers ma chambre, sortis ma valise du placard et commençai à plier mes vêtements. Chaque mouvement était délibéré, méthodique. À travers les murs fins, j'entendis la voix de Jennifer, éclatante de soulagement. Il est vraiment en train de faire ses valises. Je continuais à plier, chemise, pantalon, tout ce dont j'aurais besoin. Autour de moi, des cartons que je n'avais jamais complètement déballés en 3 ans. J'avais toujours su que cet arrangement pourrait être temporaire. Je voulais juste savoir pourquoi il prendrait fin. En milieu de journée, je fis une pause, m'assis au milieu des cartons à moitié pleins, tenant une photo encadrée de la remise de diplôme universitaire de Michael. La cérémonie que j'avais payée, le diplôme que j'avais financé, la fierté que j'avais ressentie en le voyant traverser cette scène. Je la posai face contre terre dans un carton. Mon téléphone était posé sur la table de chevet. Je le pris, ouvris l'application bancaire privée. Le solde me fixait. 12 347 000 €. J'ouvris mon application de recherche immobilière, tapai soigneusement. Maison de luxe à Nice, 500 000 € et plus. L'écran se remplit de propriétés, de domaines en bord de mer, de demeures modernes, de joyaux historiques rénovés. Je les fis défiler, chaque annonce plus impressionnante que cette maison que je les avais aidés à acheter. Pour la première fois depuis la nuit dernière, un petit sourire froid traversa mon visage. Ils voulaient le vieil homme malade hors de leur maison. Ils n'avaient aucune idée de la maison que le vieil homme pouvait se permettre.
Je posai le téléphone et ouvris plutôt mon ordinateur portable. Un meilleur écran pour des recherches sérieuses. Le portail bancaire se chargea et il était là. 12 347 612 euros. Le chiffre que j'avais vu grandir pendant 5 ans en faisant semblant d'être fauché. Il y a 5 ans, j'avais vendu les propriétés commerciales du bois pour 8 millions d'euros. Pas une fortune selon certains critères, mais plus que respectable pour une entreprise que j'avais bâtie à partir d'un simple duplex locatif dans les années 90. L'acheteur, un groupe d'investissement lyonnais, voulait mes 23 propriétés dispersées entre Nice et Antibes. J'avais encaissé le chèque, payé les impôts et investi ce qui restait avec l'attention méticuleuse que j'avais toujours accordée à l'argent. Obligations, fonds indiciels, quelques actions technologiques avant qu'elles n'explosent. Rien de fantaisiste, juste une croissance constante pendant que je jouais le rôle d'un modeste retraité. Le test avait commencé il y a 3 ans. J'étais propriétaire d'une maison de 4 chambres à Guéraud, entièrement payée, valant peut-être 400 000 euros. Michael m'appela un dimanche, la voix tendue par le stress. « Papa, Jennifer et moi avons trouvé cette maison incroyable à Cimier, mais il nous manque 20 000 euros pour l'apport. » J'avais fait un chèque de 50 000 euros le lendemain. Je lui avais dit que c'était tout ce que je pouvais épargner de la vente de l'entreprise. Je l'avais laissé me voir réduire mon train de vie, passant de Guéraud à un petit appartement, puis finalement suggéré que j'emménage avec eux pour économiser de l'argent. Chaque mois depuis, je lui avais remis 3 000 euros en espèces. Chaque mois, je les avais vus l'accepter comme leur dû. J'avais vu la gratitude se calcifier en attente. J'avais vu l'amour se confondre avec l'utilité financière. Le test était terminé. Les résultats étaient clairs. Je consultais les annonces immobilières. Le Carré d'Or attira d'abord mon attention. Des appartements de luxe et des maisons modernes près de l'eau, à proximité de Cap 3000. Montboron semblait prometteur aussi. Un quartier de vieille bourgeoisie avec des rues bordées d'arbres. Le quartier de la Libération avait du charme, mais me semblait trop proche de leur monde. Je mis 7 propriétés en favori. 5 dans le Carré d'Or, 2 à Montboron. Fourchette de prix de 500 000 à 600 000 euros. Toutes des maisons individuelles, toutes avec de vrais jardins et de l'intimité. Mon téléphone était posé à côté de l'ordinateur portable. Je le pris, trouvai le numéro que je voulais. Azur Immobilier, Diane à l'appareil. Je suis intéressé par la visite de propriétés dans le quartier du Carré d'Or. Je gardai ma voix ferme, professionnelle. Mon budget va jusqu'à 600 000 euros et je suis prêt à faire une offre entièrement en espèces. Sa pause dura 2 secondes. En espèces? C'est merveilleux, monsieur Dubois. Silas Dubois. Monsieur Dubois. Son ton changea, devint plus concentré. Quand souhaiteriez-vous planifier les visites? Dès que possible. Je travaille avec un délai serré. Je peux vous montrer plusieurs propriétés demain après-midi. 14 heures vous conviendrait? Parfait. Après qu'elle eut raccroché, j'appelai mon banquier privé, Douglas Chen. Nous travaillions ensemble depuis 23 ans, depuis qu'il était conseiller junior et que j'achetais ma 3e propriété locative. Silas, sa voix portait une chaleur sincère. Ça fait un moment. Que puis-je faire pour vous? J'aurai besoin d'environ 600 000 euros transférés sur mon compte courant d'ici vendredi prochain. Pas de problème. Vendre des obligations. De quel compte dois-je retirer les fonds? Partagez-le entre les obligations municipales et le fonds indiciel CAS 40, ce qui est le plus judicieux fiscalement. Assez facile. Acheter quelque chose d'intéressant? Une maison? Un nouveau départ? Il ne demanda pas pourquoi, ne fouilla pas. C'est pourquoi j'étais resté avec lui toutes ces années. Les 2 jours suivants, je conduisis. Michael partait travailler à 7h30. Jennifer emmenait les enfants à l'école à 8h. J'avais les matinées pour moi, sillonnant le Carré d'Or et Montboron, observant les maisons, imaginant différentes vies. Certains quartiers me semblaient trop stériles. Que des constructions neuves et aucune personnalité. D'autres avaient du caractère, mais des problèmes d'entretien que je ne souhaitais pas gérer à 63 ans. J'avais suffisamment géré de biens immobiliers pour repérer les soucis dès le trottoir. Le mercredi après-midi, je retrouvais Diane Morrison dans un café près de la place Rossetti.
Elle avait la cinquantaine, une coupe de cheveux efficace, des chaussures pratiques et son dossier était déjà prêt. J'ai sélectionné 8 propriétés correspondant à vos critères. Elle étala des photos sur la table. Toutes se trouvaient dans le carré d'or, sauf une à Montboron. Celle-ci dépasse légèrement votre budget, mais elle mérite d'être vue. J'étudiai les annonces. L'une d'elles attira immédiatement mon attention. Design moderne, pierre blanche et vert, allée fermée par un portail, jardin paysager mais sans excès. Affiché à 580 000 euros. Celle-ci, je tapotai la photo. Quand pouvons-nous la visiter? Demain à 15 heures. Les vendeurs sont motivés. Ils ont déjà déménagé à Lyon. La propriété est inoccupée depuis 2 semaines. Vendeurs motivés, acheteurs au comptant. Cela pourrait aller vite. Ce soir-là, de retour dans ma petite chambre, je rédigeais le mot que je laisserais le jour du déménagement. J'essayais différentes versions, différents tons. Merci de m'avoir ouvert votre maison. J'ai trouvé un nouveau logement. Meilleurs vœux. Trop formel. Je serai parti demain midi. Merci pour tout. Trop décontracté. Finalement, je me décidai pour quelque chose qui sonnait juste. Assez reconnaissant pour éviter les soupçons. Assez distant pour piquer s'il leur restait un brin de conscience. Merci pour votre hospitalité ces 3 dernières années. J'ai trouvé un nouveau logement et nous serons partis d'ici midi aujourd'hui. Ne vous souciez plus du vieil homme malade. L'enveloppe contient la contribution de ce mois-ci. Père, je le relus 2 fois. L'expression « vieil homme malade » venait directement de la bouche de Jennifer, à travers les murs. Cette nuit-là, j'étais resté dans le couloir. Qu'ils lisent leurs propres mots. Le jeudi à 15 heures, je me tenais devant la maison de pierre blanche, moderne mais pas froide, avec des touches de bois chaleureux autour des fenêtres et de l'entrée. Le jardin s'étendait à l'arrière, clôturé par une élégante palissade. Rue calme, quartier établi, à 10 minutes de tout ce dont j'aurais besoin. Diane me détailla les spécifications. Construite en 2019, 3 chambres, 2 salles de bain et demie, plan ouvert, cuisine moderne, suite parentale au rez-de-chaussée. Le vendeur l'avait payé 610 000 euros il y a 3 ans et la mettait en vente à un prix attractif pour un départ rapide. Je l'entendais à peine. J'imaginais le visage de Michael quand il réaliserait où j'étais parti. J'imaginais l'expression de Jennifer quand elle comprendrait que ce vieil homme malade avait des ressources qu'elle n'avait jamais soupçonnées. « Monsieur ?» Diane me toucha le coude. « Souhaitez-vous visiter l'intérieur ?» Je me tournai vers elle cette fois. Mon sourire atteignit mes yeux. « Oui, et j'aimerais discuter d'une offre dès aujourd'hui. Le prix demandé, en espèces. » Son masque professionnel vacilla un instant. Un choc pur traversa ses traits. « Aujourd'hui? Mais n'avez-vous pas besoin de... Je veux dire, la plupart des acheteurs prennent le temps de réfléchir. » Je l'interrompis doucement. « Je ne suis pas la plupart des acheteurs. Entrons. » 6 jours après que Michael m'eut dit de partir, je me réveillai avant l'aube pour la dernière fois dans sa maison. La chambre était presque entièrement emballée, des cartons empilés le long d'un mur. Seul mon lit et les vêtements que je porterais aujourd'hui restaient accessibles. J'avais finalisé l'achat de la maison du Carré d'Or hier. 5 jours entre l'offre et les clés. Un temps record, avait dit Diane. Mais c'est ce qui arrive quand on paie en espèces et que les vendeurs sont désespérés de finaliser leur déménagement à Lyon. Les déménageurs arriveraient à 8 heures. Je pris le mot sur ma table de chevet. Le relus une dernière fois. Merci pour votre hospitalité ces 3 dernières années. J'ai trouvé un nouveau logement et serai parti d'ici midi aujourd'hui. Ne vous souciez plus du vieil homme malade. L'enveloppe contient la contribution de ce mois-ci. Père, vieil homme malade. Les mots exacts de Jennifer, soigneusement conservés. Je me rendis à la cuisine dans l'obscurité, plaçai le mot sur la table où il le trouverait au petit déjeuner. À côté, je déposai l'enveloppe de ce mois-ci, 3 000 euros en billets de 100 euros neufs, ma dernière contribution. L'ironie me semblait appropriée. Michael partit travailler à 7h20, plus tôt que d'habitude, essayant probablement de m'éviter. Jennifer emmena les enfants à l'école à 8h. Je regardais de ma fenêtre son SUV blanc reculer de l'allée. J'avais contribué à son achat. Le camion de déménagement arriva exactement à 8h. 2 hommes,
Une équipe professionnelle gérèrent tout avec efficacité. J'avais vécu léger ici, sans jamais déballer complètement mes affaires. Cela simplifiait les choses aujourd'hui. C'est un bel endroit où vous déménagez, monsieur, dit le chef d'équipe en consultant son presse-papier. Vous améliorez votre situation? On pourrait dire ça, répondis-je d'une voix neutre. Un nouveau départ. Ils chargèrent les cartons pendant que je faisais une dernière inspection. La chambre de Michael et Jennifer, où j'avais attendu dans le couloir cette nuit-là, écoutant mon destin se décider. Les chambres des enfants, des jouets éparpillés sur le sol, l'enfance que je manquerais de voir se dérouler. La salle à manger où j'avais révélé mon diagnostic à des visages qui ne pouvaient cacher leur gêne. Je ne ressentais rien. Aucune sentimentalité, aucun regret, juste une satisfaction tranquille que l'épreuve était terminée et que j'avais ma réponse. Dans la cuisine, je vis l'enveloppe et le mot parfaitement positionné. Un dernier coup d'œil au tiroir. Rien n'était oublié. Je sortis par la porte d'entrée, la verrouillai derrière moi avec la clé qu'ils m'avaient donnée il y a 3 ans, et déposai la clé dans la boîte aux lettres. Le trajet jusqu'à Villefranche-sur-Mer prit 17 minutes. Je suivis le camion de déménagement, prenant délibérément l'avenue Jean-Médecin au lieu de l'autoroute, traversant des quartiers qui me rappelaient pourquoi j'avais choisi Nice il y a 40 ans. Les arbres, la mer, les possibilités. La maison paraissait encore plus belle sous la lumière du matin. La pierre blanche étincelait, les baies vitrées reflétèrent le ciel. Le portail s'ouvrit à ma nouvelle télécommande. Mon portail, mon allée, ma maison. Les déménageurs travaillèrent rapidement. Je dirigeais les opérations. Chambre principale, bureau, chambre d'amis. En moins de 2 heures, tout était déchargé. Je leur donnais 500 € en espèces. Je vis leurs sourcils se lever, mais ils conservèrent leur professionnalisme. « J'apprécie votre efficacité, dis-je. Profitez bien de votre nouvelle demeure, monsieur. » Une fois parti, je me tins debout dans mon nouveau salon. De haut plafond, une lumière naturelle inondant les baies vitrées, un espace pour respirer. Mes meubles semblaient petits ici, mais j'en acquérais d'autres. Cela viendrait en son temps. Je me préparais un café dans ma nouvelle cuisine. Un véritable plan de travail, des appareils modernes, une fenêtre donnant sur le jardin. Je le versais dans une tasse que j'avais déballée en premier. Je me dirigeais vers ce que je considérais déjà comme mon bureau. Un vrai bureau, avec un grand pupitre, un éclairage adéquat, des étagères attendant d'être remplies, et non un coin de chambre reconverti où j'avais dissimulé mes secrets derrière des manteaux d'hiver. Mon téléphone vibra vers 16 heures. Un SMS de Michael. « J'ai eu ta note. J'espère que tu es bien installé. Ok, prends soin de toi. » 9 mots. Une sollicitude de pure forme. Une obligation remplie. Je fixai le message, me remémorant le garçon qui m'avait jadis fabriqué des cartes de fête des pères au crayon de couleur, qui avait pleuré quand je lui avais appris à faire du vélo et qu'il était tombé lourdement à sa 3e tentative. Ce garçon avait disparu. Il était probablement parti depuis des années. J'avais juste besoin de preuves. Je ne répondis pas au SMS. La semaine passa dans un tourbillon de déballage, d'organisation, de découverte de mon nouveau quartier. Je marchai jusqu'au café à 3 pâtés de maison, conduisis jusqu'à l'épicerie, établis des routines, commençai à prendre mes médicaments pour le cœur à la même heure chaque matin, instaurant le mode de vie discipliné recommandé par le cardiologue. 7 jours après mon emménagement, j'étais assis dans mon bureau, mon ordinateur portable ouvert sur mon portefeuille financier, mon téléphone affichant 17 appels manqués de Michael et Jennifer. Ils appelaient depuis la veille. Je les avais ignorés. Quoi qu'ils veuillent, cela pouvait attendre que je sois prêt. Mais d'abord, il y avait quelqu'un que je devais appeler. Je fis défiler mes contacts. Trouvai le nom de Patricia Morrison, avocate spécialisée en planification successorale. Nous avions travaillé ensemble il y a 5 ans, lorsque j'avais vendu mon entreprise, pour mettre en place des fiducies et des structures afin de protéger mes biens. Il était temps de renouer cette relation. Elle répondit à la 2e sonnerie. Patricia Morrison. Patricia, c'est Silas Dubois. Nous avons travaillé ensemble il y a 5 ans sur la planification successorale après la vente de Dubois Commercial Properties. Monsieur Dubois, bien sûr, je me souviens. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de mettre à jour mon testament. Je fis une pause, choisissant mes mots avec soin.
Et j'ai besoin que vous passiez un coup de fil à mon fils, Michael Dubois. Il est temps qu'il apprenne quelques petites choses sur les finances de son père. Le silence dura 3 secondes, assez longtemps pour qu'elle comprenne que ce n'était pas une planification successorale de routine. Je vois, dit-elle lentement. Quand souhaiteriez-vous nous rencontrer? Demain matin, 10 heures, à votre cabinet. Je libérerai mon emploi du temps. Le cabinet de Patricia Morrison occupait le 15e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, offrant une vue sur la baie des Anges. J'étais arrivé 30 minutes en avance pour notre rendez-vous de 10 heures, avais examiné mes documents au café du hall, puis avait pris l'ascenseur. Elle était exactement comme dans mes souvenirs. La cinquantaine, des cheveux argentés coupés courts et nets, des lunettes de lecture accrochées à une chaîne. Sa poignée de main était ferme. « Monsieur Dubois, ravi de vous revoir. »« Patricia, merci d'avoir libéré votre emploi du temps. » Nous nous installâmes dans son bureau. Un bureau en acajou, des volumes juridiques tapissant les murs, cette odeur particulière de vieux papier et de cire à meubles coûteuse que tous les cabinets d'avocats semblent partager. Je sortis les documents que j'avais apportés. Relevé de portefeuille d'investissement, acte de propriété de la maison de Villefranche-sur-Mer, récapitulatif de comptes bancaires. Je veux que mon fils voie chaque relevé, chaque total d'actifs, dis-je d'une voix égale. Je veux qu'il comprenne exactement ce qu'il achetait quand il m'a mis à la porte. Patricia étudia les papiers, hochant lentement la tête. Vous voulez un impact maximal. Je veux qu'il sache ce que l'on ressent avec 12 millions d'euros de regrets. Elle prit des notes sur son bloc-notes juridique. Je l'appellerai aujourd'hui. Je programmerai un rendez-vous pour cette semaine. Plus vite il saura, plus vite il commencera à faire des erreurs. Des erreurs? Les gens désespérés prennent de mauvaises décisions. Si vous prévoyez d'autres actions, sa panique jouera en votre faveur. Femme intelligente. C'est pourquoi j'avais gardé son numéro toutes ces années. 3 jours plus tard, Michael était assis sur la même chaise que moi. Je le savais parce que Patricia m'avait appelé après avec un rapport complet. Elle avait commencé de manière professionnelle, neutre. « Monsieur Dubois, merci d'être venu. Je m'occupe de la planification successorale de votre père et il souhaitait que vous soyez informé de certains biens. » Michael avait semblé confus. « Des biens? Je veux dire, papy a vendu sa maison il y a des années. Il vivait avec nous. Je ne comprends pas ce que... » Patricia fit glisser le premier document sur son bureau. Un relevé de portefeuille, mon nom en haut, le solde clairement indiqué en gras. Votre père possède un portefeuille d'investissement évalué actuellement à environ 12 millions d'euros. Michael fixa le papier. Patricia raconta que son visage s'était vidé, comme un écran d'ordinateur figé en pleine tâche. 12? Je suis désolé, quoi? Elle lui montra d'autres documents. L'acte de propriété de la maison de Villefranche-sur-Mer, des relevés bancaires, des déclarations fiscales de la vente de l'entreprise il y a 5 ans, 8 millions d'euros inscrits noir sur blanc. Mais il vivait avec nous. La voix de Michael était rauque. Il nous donnait de l'argent chaque mois. Il avait besoin d'aide. Votre père a mentionné ses contributions, 3 000 euros par mois, c'est exact? Oui, parce qu'il n'avait pas les moyens. Les mots de Michael s'éteignirent à mesure que la logique s'imposait. 3 000 euros sur 12 millions, des miettes d'une fortune. Patricia porta le coup de grâce avec un détachement professionnel. Monsieur Dubois a vendu son entreprise immobilière commerciale il y a 5 ans pour 8 millions d'euros. Il a investi judicieusement. Il n'a jamais eu besoin d'aide financière. Ses contributions mensuelles étaient un choix de sa part, pas une nécessité. Elle me raconta que Michael était resté immobile pendant 1 minute entière. Puis il avait commencé à respirer rapidement. Des halètements courts, comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Auparavant, poursuivit Patricia, vous étiez désigné comme l'unique bénéficiaire de la succession de votre père. Il souhaitait que vous sachiez qu'il reconsidère désormais cet arrangement. Il vous contactera lorsqu'il sera prêt à en discuter davantage. Michael quitta son bureau, marchant comme un somnambule. J'imagine que la descente en ascenseur sur 15 étages lui parut une chute. Il atteignit sa voiture dans le parking souterrain avant d'appeler Jennifer. La fenêtre du bureau de Patricia donnait sur le garage. Elle le regarda s'asseoir dans sa berline, le téléphone collé à l'oreille,
visible même de cette hauteur par son immobilité. L'appel, d'après le message vocal frénétique que Michael me laissa plus tard, se déroula ainsi. « Jenny, tu dois t'asseoir. Père, il a 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. L'avocate vient de tout me montrer. » La voix de Jennifer, perçante même à travers les grésillements du téléphone. « Quoi? C'est impossible. Il vivait dans notre maison. Il nous donnait de l'argent parce qu'il nous testait, Jenny, toutes ces années. Les 3 000 euros par mois. Il aurait pu acheter notre maison comptant. Il aurait pu acheter 10 maisons comme la nôtre. » Silence de son côté. Puis, « Oh non, Michael, qu'avons-nous fait ?» Ce qu'ils firent fut de tenter de m'appeler 17 fois dans l'heure qui suivit. J'étais assis dans mon bureau à domicile, regardant mon téléphone s'illuminer à chaque tentative, sans répondre. Les messages textes affluèrent. « Michael, père, s'il te plaît, rappelle-moi, nous devons parler. »« Michael, je viens de rencontrer Patricia. Je n'avais aucune idée de tes finances. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Jennifer, père, les enfants te manquent. S'il te plaît, viens dîner. Nous pouvons arranger ça. »« Michael, père, je suis désolé pour tout. S'il te plaît, parle-moi juste. » Je les supprimais tous sans répondre. Ce soir-là, je me servis un bourbon. Le médecin avait approuvé un verre par jour, et je m'assis sur ma terrasse arrière. L'air d'avril portait le parfum du jasmin, chaud et agréable. Ma maison, mon jardin, ma paix. 3 jours passèrent. Mon téléphone affichait 42 appels manqués. Je changeais de numéro, mais gardais l'ancien actif juste pour surveiller leur désespoir. Ils me trouvèrent le 4e jour. Je lisais dans mon salon quand je vis le SUV blanc de Jennifer passer lentement devant ma maison, puis faire demi-tour et s'arrêter de l'autre côté de la rue. À travers ma fenêtre, je les observais assis dans leur voiture, fixant ma propriété. La pierre blanche moderne qu'ils n'auraient jamais imaginé que je puisse m'offrir. L'allée fermée par un portail auquel ils ne pouvaient pas accéder sans le code. La pelouse impeccablement entretenue et l'aménagement paysager professionnel qui témoignaient d'un argent qu'ils avaient en supposé que je ne possédais pas. Michael sortit le premier, puis Jennifer. Ils se tenaient sur le trottoir, regardant la maison comme s'il s'agissait d'un mirage. Je boutonnais le col de ma chemise, vérifiais mon reflet dans le miroir du couloir. J'avais l'air reposé, en bonne santé, des années plus jeune que je ne l'avais semblé durant ces 3 années passées sous leur mépris et leur rationnement mesquin de ma dignité. La sonnette retentit. Je les laissai attendre 30 secondes, puis me dirigeai vers ma porte d'entrée à Villefranche-sur-Mer et l'ouvris. Il se tenait à mon portail à Villefranche-sur-Mer. Le visage de Michael était creusé. Jennifer avait manifestement pleuré, ou voulait que je le croie. « Salut, père. » La voix de Michael se brisa. Je ne dis rien. Je me contentais de les regarder. Jennifer s'avança. « Père, s'il te plaît, nous avons été si inquiets. Les enfants demandent constamment de tes nouvelles. Cette nuit-là, quand des choses ont été dites, j'étais stressé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu sais que je t'aime. Je sais exactement ce que tu voulais dire. » Ma voix sortit plate, sans émotion. J'ai entendu chaque mot. Son visage pâlit. « Tu as entendu ? Foutez ce vieil homme malade hors de ma maison. » Je citais précisément. « Je ne veux pas qu'il s'approche de mes enfants. Il nous tire vers le bas. » C'étaient tes mots exacts, Jennifer. Michael leva les mains. « Père, pouvons-nous juste parler à l'intérieur, en famille ?»« En famille ?» Je laissai le mot en suspens. Tu m'as donné 1 semaine pour quitter ma famille. J'ai pris 3 jours, efficace comme toujours. Les larmes de Jennifer séchèrent rapidement quand elle réalisa qu'elle ne fonctionnait pas. Sa voix changea, devint perçante. Bien, nous avons fait des erreurs. Nous sommes humains. Mais vous nous avez menti. Silas a prétendu que vous étiez ruiné. Il a pris notre argent. Je vous ai donné de l'argent, corrigeai-je froidement. 3 000 euros par mois. Vous pensiez que j'avais besoin de votre toit au-dessus de ma tête? Je vous testais. Je voulais voir si vous aimiez votre père ou simplement son portefeuille. Félicitations. Vous avez échoué. Ce n'est pas juste, protesta Michael en s'approchant du portail à Villefranche-sur-Mer. Nous vous avons aidé quand je n'avais nulle part où aller, terminai-je.
C'est l'histoire que vous vous racontez? J'avais 12 millions d'euros. J'aurais pu loger dans un hôtel 5 étoiles pour le reste de ma vie. J'ai choisi votre maison parce que je voulais savoir qui vous étiez vraiment. Je fis une pause, les laissant digérer l'information. Alors, me voici, hors de votre maison, loin de vos enfants, le vieil homme malade que vous vouliez voir partir. Sauf que j'ai emporté 12 millions d'euros avec moi. C'est amusant, n'est-ce pas? Jennifer tendit la main vers mon bras à travers les barreaux du portail. Je reculai. Ne me touchez pas. Ce petit mouvement eut plus de poids que des mots. Fini l'intimité présumée. Fini l'accès à mon espace, à ma vie, à ma dignité. Les enfants, tenta Jennifer. Les enfants sont innocents. Je la coupai. C'est pourquoi cela se passe entre nous et eux. Quand ils seront assez grands pour comprendre, j'expliquerai pourquoi leur grand-père a cessé de leur rendre visite. D'ici là, vous êtes libre de leur raconter l'histoire qui vous arrange. La voix de Michael se fit suppliante. Père, quoi que Patricia vous ait dit à notre sujet, elle ne m'a rien dit de vous. J'ai vécu dans votre maison pendant 3 ans. J'ai vu qui vous êtes vraiment. C'est assez, dis-je. Je me retournai et me dirigeai vers ma porte d'entrée à Villefranche-sur-Mer. Père, attendez, appela Michael. Je ne l'attendis pas. La porte se referma derrière moi avec un bruit sourd et définitif. À travers la fenêtre, je les regardai rester à mon portail à Villefranche-sur-Mer pendant encore 5 minutes. Jennifer gesticulait avec colère. Michael s'affaissa. Finalement, ils retournèrent à leur voiture et s'éloignèrent. Je me servis un autre bourbon. Mes mains étaient fermes. 2 jours plus tard, Jennifer était assise dans un autre cabinet d'avocats au quartier des Musiciens, Nice. Cet avocat, Martin Fletcher, spécialiste du droit de la famille, écouta son récit avec une patience rodée. « Alors, vous voulez savoir si vous pouvez contester son testament ?» Fletcher fit défiler des notes sur sa tablette. « Il prend des décisions par pure méchanceté. Mon mari est son fils. Il a des droits sur cette succession. » Fletcher posa sa tablette. « Madame, en France, un adulte sain d'esprit peut distribuer son patrimoine comme il l'entend. À moins que vous ne puissiez prouver une incapacité mentale ou une influence indue, ce qui, de toute évidence, ne s'applique pas ici, vous n'avez aucun motif de contestation. Mais Michael est de son sang. Cela devrait compter pour quelque chose? Légalement, non. Moralement, peut-être, mais la moralité ne gagne pas devant un tribunal des successions. Votre beau-père est-il sain d'esprit? » Jennifer hésita. « Il est très vif, en fait. Il vient d'acheter une maison, il a géré toutes les formalités lui-même. Alors vous n'avez plus d'option, du moins tant qu'il est en vie. » Le visage de Jennifer se crispa. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Je veux dire qu'il contrôle ses biens de son vivant. Vous ne pouvez pas le forcer à vous inclure dans son testament. Vous ne pouvez pas invoquer l'abus de faiblesse ou l'exploitation. Il a déménagé volontairement, a maintenu son indépendance, a clairement pris ses propres décisions. Fletcher referma sa tablette. Mon conseil? Essayez de vous réconcilier personnellement, mais légalement, vous n'avez aucun levier. La consultation coûta 300 €. Jennifer repartit avec moins d'espoir qu'elle n'en était venue. À la maison, elle et Michael passèrent des heures à faire des recherches en ligne. Les lois françaises sur l'obligation alimentaire des enfants envers les parents ne leur offraient aucun recours dans ce cas précis. Les lois sur l'abus de faiblesse ou l'exploitation financière des personnes âgées exigeaient une preuve de coercition, qu'ils n'avaient pas. Les droits de succession? Les enfants n'en avaient aucun, sauf si spécifié dans le testament. Chaque porte était verrouillée. « Nous vivons au jour le jour », dit Jennifer un soir, fixant leur compte bancaire sur son ordinateur portable. 25 000 € d'économie. Notre prêt immobilier est de 4 200 € par mois. Si quelque chose arrive, si l'un de nous perd son emploi, ça n'arrivera pas, dit Michael, mais sa voix manquait de conviction. Il aurait pu nous aider toutes ces années. Au lieu de ça, il nous a regardé nous débattre alors qu'il était assis sur des millions. Il nous a donné 50 000 € pour l'apport, dit Jennifer, la tête levée d'un coup. Ce n'était pas un cadeau. Il a dit que c'était un prêt. Il t'a fait signer des papiers, tu te souviens? Le visage de Michael pâlit.
C'était juste... il a dit que c'était pour des raisons fiscales. J'ai signé, mais il ne s'attendait jamais à ce que je le rembourse. En es-tu sûr? Ils se regardèrent, tandis que les implications s'installaient. Une semaine après leur confrontation ratée au portail, je retournai au cabinet de Patricia Morrison. Elle fit glisser un document sur son bureau, légèrement jauni par le temps. Il datait de 3 ans. La signature de Michael, audacieuse et claire, était apposée en bas. Billet à ordre de 150 000 €. Lut Patricia. Montant principal. Intérêt annuel de 5%, durée de 5 ans. Le terme expire dans 2 ans, mais il y a une clause d'accélération si vous choisissez de l'invoquer. Je pris le document, étudiant la date. Exactement 3 ans auparavant, le jour où j'avais emménagé dans la maison de Michael et Jennifer à Cimiez, Nice. Les 50 000 € pour le rapport, plus 100 000 € pour les rénovations qu'ils avaient souhaitées. Nouvelle cuisine, amélioration de la salle de bain principale, aménagement paysager. Je l'avais appelé un cadeau, verbalement, mais les papiers que Michael avait signés sans lire racontaient une toute autre histoire. Un prêt légal, un contrat contraignant, tout était dûment notarié. Quel est le montant total dû si j'invoque la clause d'accélération? Patricia sortit sa calculatrice. Le capital de 150 000 € plus 3 ans d'intérêt composé à 5% par an. Environ 173 600 €. Je m'étais protégé même à l'époque, il y a 3 ans, sachant que ce jour pourrait arriver. Une partie de moi avait pressenti qui était vraiment Michael, avait préparé ce moment de vérité. Je veux invoquer la clause. Patricia hocha la tête. Cela rend le solde total exigible dans 90 jours. Je vais rédiger la lettre de mise en demeure. Elle marqua une pause, les doigts suspendus au-dessus de son clavier. Ils ne pourront pas payer, vous savez. Pas une telle somme dans un délai aussi court. Je sais. Je rencontrai son regard. C'est précisément le but. Patricia commença à taper. Les cliquetis du clavier résonnaient comme un compte à rebours sur la vie confortable de Michael et Jennifer. La lettre de mise en demeure arriverait par courrier recommandé. 90 jours pour produire 173 600 € ou faire face à une procédure de saisie sur la maison que je les avais aidés à acheter. La maison avec mes 50 000 € de fonds propres. La maison d'où ils m'avaient jeté comme un déchet. La justice a un goût froid, mais elle est savoureuse. La lettre recommandée arriva un mardi. Michael la signa à leur porte d'entrée à Cimiez, Nice, vit le cabinet d'avocats de Patricia Morrison sur l'adresse de l'expéditeur, et ses mains commencèrent à trembler avant même qu'il n'ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, un en-tête de lettres officielles, propre, professionnel, dévastateur. Cher Monsieur Michael, conformément à la clause d'accélération du billet à ordre daté du 15 avril 2022, le montant total de 173 600 €, comprenant un capital de 150 000 € ainsi que les intérêts et frais accumulés, est désormais exigible dans les 90 jours suivant la présente notification. Il l'a lu 3 fois. Les mots ne changèrent pas. Était jointe une copie du billet à ordre, sa signature, audacieuse et assurée, en bas. 3 ans auparavant. Si désireux de cette maison, si reconnaissant de l'aide de son père, le souvenir refit surface, net et précis. Le père à leur ancienne table de cuisine, faisant glisser des papiers, juste une formalité, reconnaissant le don pour l'apport. À des fins fiscales, Michael avait signé sans lire. Pourquoi l'aurait-il lu? C'était son père. On fait confiance à son père. Jennifer le trouva assis à leur table de salle à manger. La lettre était étalée devant lui comme une preuve sur une scène de crime. « Qu'est-ce que c'est » Il lui tendit le document, la regarda pâlir, puis rougir, puis pâlir de nouveau. 173 600 €. Michael, nous n'avons pas ça. Je sais. Dans 90 jours. Je sais. Elle fixa le billet à ordre, puis sa signature. Tu as signé un contrat légal sans le lire? Je pensais que c'était juste de la paperasse. Il a dit que c'était un cadeau. Un cadeau n'a pas de ligne de signature? Sa voix monta. Quel genre de personne signe quelque chose sans le lire? Le genre qui faisait confiance à son père, le genre dont la femme hurlait de jeter ce père dehors. Les mots frappèrent,
comme des gifles. Ils se regardèrent à travers la table. L'espace entre eux devint soudain immense. Michael sortit son ordinateur portable et commença à calculer. Leurs économies, 25 000 euros. Son salaire annuel, 45 000 euros. Le revenu à temps partiel de Jennifer, 30 000 euros. Soit un total de 75 000 euros par an, 62 000 euros après impôt. Ils avaient besoin de 173 600 euros en 90 jours. Mathématiquement impossible. Nous pouvons obtenir un prêt hypothécaire, dit Jennifer. Utilisez la maison. Michael prit rendez-vous avec leur banque pour le lendemain matin. La conseillère bancaire, une femme agréable nommée Sandra, examina leur demande avec un enthousiasme décroissant. Elle consulta leur registre de propriété et fronça les sourcils. « Monsieur Michael, je vois qu'il y a déjà une hypothèque sur votre propriété pour 150 000 euros. Tant que celle-ci n'est pas réglée, nous ne pouvons pas approuver de prêt supplémentaire. »« Mais la maison vaut 400 000 euros, dit Michael. « Nous avons des fonds propres. Pas si vous n'en êtes pas le propriétaire exclusif. Cette hypothèque est prioritaire. Avez-vous envisagé de vendre la maison ?» La question resta en suspens comme de la fumée. « C'est notre maison, » dit Michael doucement. « La maison de nos enfants. » L'expression de Sandra s'adoucit d'une sympathie professionnelle. « Je comprends, mais légalement, nous avons les mains liées. » 3 autres banques donnèrent des réponses identiques. Jennifer commença à vendre des biens ce week-end-là. Des sacs à main de marque sur Facebook Marketplace. 40% de réduction sur le prix de détail. Des bijoux sur Vinted. Des meubles sur Le Bon Coin. Chaque vente était comme arracher un morceau de leur peau. La table de poker de Michael, de ses jours de célibataire, partit pour 800 euros. Le vélo Peloton de Jennifer, 1200 euros. Le mobilier de leur chambre d'amis, 900 euros pour l'ensemble. Les voisins remarquèrent, commencèrent à poser des questions. 2 semaines passèrent. Ils avaient accumulé 18 000 euros grâce aux ventes, ajoutées à leurs économies, 43 000 euros au total. Il leur fallait encore 130 600 euros. Michael apportait son déjeuner de la maison tous les jours. Jennifer découpa des coupons pour la première fois en une décennie. Ils annulèrent dans les services de streaming, son abonnement à la salle de sport, le service d'entretien de la pelouse, de petites dégradations qui semblaient énormes. Leur première vraie dispute éclata après 3 semaines. Michael rentra chez lui après sa 3e demande de prêt rejetée pour trouver Jennifer en larmes à la table de la cuisine. « C'est ta faute, dit-elle. Tu as signé sans lire. Tu voulais qu'il parte. Tu l'as traité de vieil homme malade qui nous tirait vers le bas. Parce que je ne savais pas qu'il avait des millions. Si tu avais su, m'aurais-tu laissé dire ces choses? Si tu l'aimais, tu ne les aurais pas dites, quel que soit le montant de son compte en banque. » La vérité de ces mots les réduisit tous deux au silence. Cette nuit-là, ils dormirent dans des chambres séparées. Mon téléphone sonna à 20h30 ce soir-là. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Papy Silas. Olivia. Ma petite fille de 8 ans. Sa voix était menue et effrayée. « Ma chérie, comment as-tu eu ce numéro ?»« D'une carte dans le bureau de papa. Une carte de dame. Il y avait des numéros dessus. La carte de visite de Patricia. Malin, ma puce. Papy, pourquoi ne viens-tu plus nous voir? On a fait quelque chose de mal ?» La question transperça quelque chose que j'avais soigneusement blindé. « Non, ma chérie, vous n'avez rien fait de mal. Les enfants à l'école disent des méchancetés sur maman et papa. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Je fermai les yeux. Dommages collatéraux. L'expression que Patricia avait employée. « Olivia, parfois les adultes font des erreurs. Tes parents et moi sommes en train de régler certaines choses. Ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas la faute de ton frère. D'accord ? » « D'accord. » Elle n'avait pas l'air convaincue. « Tu me manques, papy ? » « Tu me manques aussi, ma chérie. » Après qu'elle eut raccroché, je restai assis dans mon bureau pendant 20 minutes, à fixer le vide. Puis j'ai appelé Patricia. « J'ai reçu un appel d'Olivia ce soir. »« Les enfants, c'est la partie la plus difficile, » dit-elle doucement. « Ça l'est toujours. »« Est-ce que je vais trop loin ?» Patricia resta silencieuse un instant. « Ton fils t'a mis à la porte quand tu étais malade.
Il a préféré la cruauté de sa femme à ta dignité. Les enfants souffrent, oui, mais leurs parents ont créé cette situation. Tu donnes une leçon qui doit être donnée. Ils ont 8 et 6 ans et ils s'en remettront. Les enfants sont résilients. Mais si tu arrêtes maintenant, si tu laisses Michael et Jennifer s'en tirer sans véritable conséquence, quelle leçon cela leur donnera-t-il? Que la cruauté n'a pas de prix, que la famille ne signifie rien. Je savais qu'elle avait raison. Cela ne rendait pas les choses plus faciles. Les petits-enfants ne sont pas coupés définitivement, me suis-je dit à moi-même plus qu'à elle. Ce n'est pas pour toujours, juste jusqu'à ce que leurs parents comprennent ce qu'ils ont fait. Exactement. Tu établis des limites. Tu n'abandonnes pas ta famille. 6 semaines après le début du délai de 90 jours, Michael et Jennifer avaient réussi à réunir 47 000 euros. Ils avaient vendu tout ce qu'ils possédaient de valeur, épuisé leur carte de crédit, emprunté 15 000 euros aux parents de Jennifer. Ce n'était même pas un quart de ce qu'ils devaient. Jennifer fit défiler son Instagram. Elle avait perdu 3 000 abonnés en 2 semaines. Sa dernière publication, une photo de fleurs soigneusement filtrée avec une légende vague sur l'appréciation des choses simples, n'avait obtenu que 17 likes. Son téléphone vibra. Un SMS de Mélissa, son ancienne amie du club de lecture. « Je viens d'entendre l'histoire de ton beau-père. C'est vrai qu'il est millionnaire et que vous l'avez mis à la porte ?» Jennifer ne répondit pas. Pendant ce temps, de son côté, à Villefranche-sur-Mer, le père reçut son propre SMS de Patricia. « L'histoire circule. Tes instructions ont été suivies à la lettre. » Je répondis « Bien. Qu'il ressente ce qu'est le jugement public. » Puis j'ajoutai « Lancez la phase 3. » Patricia répondit d'un seul mot « Compris. » La campagne de pression sociale était sur le point de commencer sérieusement. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Elle commença lors d'un déjeuner de charité à Cimiez, Nice. Quelqu'un du réseau de Patricia, soigneusement briefé, le mentionna négligemment. Comment Jennifer Dubois avait mis à la porte son beau-père malade, homme de 63 ans. Comment il s'était avéré valoir 12 millions d'euros. Comment ils avaient profité de son argent pendant des années, puis l'avaient jeté dehors quand il était devenu gênant. L'histoire avait tout pour plaire. Cruauté, ironie, justice poétique. À la fin du déjeuner, 20 femmes étaient au courant. À la fin de la semaine, tout le cercle social de Cimiez, Nice, avait entendu une version de l'histoire. L'Instagram de Jennifer perdit des abonnés à flot, de 15 000 à 8 500 en 10 jours. Les commentaires sur ses anciennes publications devinrent virulents. « Comment va ton beau-père ? Le karma existe. Certaines personnes ne méritent pas de belles choses. » Elle publia des excuses vagues. « Nous traversons des problèmes familiaux difficiles. Merci de respecter notre vie privée pendant cette période. » Cela ne fit qu'empirer les choses. Quelqu'un fit une capture d'écran, la posta sur un groupe de mamans locales avec la légende « Maintenant, elle se soucie de sa famille. » La file d'attente à la sortie de l'école devint une torture. D'autres mères fixaient du regard, chuchotaient. Une, Karen Martinez, qui était amie avec elle depuis des années, s'approcha directement de Jennifer. « C'est vrai que vous avez mis à la porte le père de votre mari quand il était malade ?» Le visage de Jennifer s'empourpra. « C'est compliqué. Les situations familiales sont privées. » Apparemment, plus maintenant. Karen s'éloigna. Olivia rentra à la maison en pleurant cet après-midi-là. La maman de Sophie dit qu'on ne peut plus faire de rendez-vous pour jouer. Pourquoi, maman? Jennifer n'eut pas de réponse. Le lieu de travail de Michael devint hostile de manière subtile. Un collègue mentionna avoir vu les publications de Jennifer sur son blog concernant la réduction de leur train de vie, faisant le lien avec les rumeurs de bureau. La nouvelle se répandit. Son manager le convoqua. Professionnel, préoccupé, dévastateur. Michael, nous avons remarqué des problèmes de performance, des soumissions tardives, des réunions manquées. Votre vie personnelle vous appartient, mais nous devons nous assurer qu'elle n'impacte pas votre travail. Michael resta raide. Cela ne se reproduira plus. Ceci est un avertissement officiel documenté pour votre dossier. Veillez à ce que cela ne se reproduise plus.
Première conséquence professionnelle inscrite à l'encre indélébile. Il resta assis dans sa voiture sur le parking pendant 1 heure après cela, incapable d'affronter le retour à la maison. 8 semaines avant l'échéance, ils avaient réuni 68 000 euros. Il leur manquait encore 119 000 euros. La faillite cessa d'être une lointaine éventualité pour devenir une réelle considération. Jennifer rédigea une lettre d'excuse pour le père sur son ordinateur portable, la supprima, la réécrivit, la supprima de nouveau. Les mots sonnaient creux, transparents. Désolé pour l'argent, pas désolé pour la cruauté. Elle essaya une 3e fois. Cher père, nous avons commis de terribles erreurs. Supprimer. Cher papy, nous ne pouvons commencer à exprimer. Supprimer. Michael prit finalement le clavier. Ils s'assirent ensemble dans le bureau de Jennifer à la maison, l'ancienne chambre d'amis où le père avait l'habitude de dormir. Et il tapa pendant qu'elle pleurait. Jennifer tenta de nouveau de publier sur Instagram une photo soigneusement composée des enfants jouant dans le jardin, avec une légende sur l'importance de se concentrer sur l'essentiel. Quelqu'un commenta en quelques minutes « Votre beau-père compte-t-il ? Ou seulement quand il a de l'argent ?» Elle supprima la publication, puis supprima entièrement son compte. La mort sociale, complète et définitive. Au supermarché, elle tomba sur Mélissa. Elle tourna littéralement un coin et faillit entrer en collision avec son caddie. « Jennifer, je voulais t'appeler. » La voix de Mélissa dégoulinait d'une fausse inquiétude. « Tout va bien ? Nous allons bien. Les affaires familiales sont privées. Bien sûr, c'est juste que les gens parlent de ton beau-père, de la situation financière. » Jennifer abandonna son caddie et partit, rentrant chez elle en larmes. Ce soir-là, Lucas posa la question qui les brisa tous les deux. « Maman, pourquoi papy ne vient plus nous voir? On a fait quelque chose de mal ?» Jennifer ne put répondre, se contentant de le serrer contre elle. Olivia ajouta son propre coup de couteau innocent. « La maman de Tommy a dit « Papy est riche. » Il est riche? Pourquoi il ne nous aide pas? Les enfants avaient remarqué le stress financier sans le comprendre. Des courses moins chères, pas de nouveaux jouets, une tension dans chaque conversation. Tard cette nuit-là, Michael trouva Jennifer fixant leur compte bancaire sur son ordinateur portable. « Nous devons lui écrire, » dit Michael. « Vraiment nous excuser. Pas à cause de l'argent, mais parce que nous avons eu tort. Le lira-t-il seulement après ce que j'ai dit? Je ne sais pas, mais nous devons essayer. Nous avons tout perdu le reste. » Ils le pensaient littéralement. Leurs économies, leur réputation, leurs amis. Même leur mariage semblait fragile, maintenu ensemble uniquement par la crise partagée. Ils terminèrent la lettre à 2 heures du matin, l'envoyèrent par email car ils n'avaient pas son adresse personnelle, seulement le contact du bureau de Patricia. La lettre admettait tout, la cruauté, l'ingratitude, le matérialisme. Les mots de Michael cherchaient à exprimer un remords sincère. Le post-scriptum de Jennifer était plus court. J'ai dit des choses terribles à votre sujet. Je ne peux pas les reprendre. Je peux seulement vous dire que je comprends maintenant ce que nous avons gâché. Pas l'argent, vous. Et je suis plus désolé que les mots ne peuvent l'exprimer. Je la lus 2 fois. Assis dans mon bureau à Villefranche-sur-Mer, le coucher de soleil sur la baie des Anges projetant une lumière orangée à travers mes fenêtres. La maison que j'avais achetée avec mon propre argent. L'indépendance que j'avais retrouvée. La dignité que j'avais restaurée. Pendant 3 ans, j'avais joué un rôle. Le père dépendant, l'invité reconnaissant, le fardeau. J'avais voulu savoir s'il m'aimait ou seulement mon argent. Maintenant je savais, mais ils étaient se briser. Financièrement, socialement, émotionnellement anéantis. La question était, allais-je achever de les briser ou leur offrir une chance de rédemption? Je pris mon téléphone, envoyai un message à Patricia, arrangeai un rendez-vous, dans un lieu neutre. « La semaine prochaine », répondit-elle. « Condition ? » Je tapais les miennes. Puis j'ouvris le tiroir de mon bureau, en sortis une photo d'Olivia et Lucas du Noël dernier. Ils méritaient mieux que des parents qui n'aimaient que sous condition. Peut-être y avait-il aussi un moyen de leur enseigner cette leçon. Je commençais à rédiger mes conditions. Pas le pardon, mais la responsabilité, la justice,
pas la cruauté. Je n'étais pas intéressé par leur destruction. J'étais intéressé par leur éducation. Le café donnait sur la vieille baie des Anges. Des baies vitrées du sol au plafond captaient la lumière de l'après-midi sur l'eau. Je l'avais choisi délibérément. Un terrain neutre, suffisamment public pour maîtriser les émotions, suffisamment élégant pour leur rappeler ce que l'argent pouvait acheter. Michael et Jennifer arrivèrent 15 minutes en avance. Je les observais depuis ma voiture alors qu'ils prenaient une table près des fenêtres. Ne commandaient rien, assis, rigides et attendant. Quand j'entrai à exactement 15 heures, ils me reconnurent à peine. J'avais repris le poids que j'avais perdu en vivant sous leur toit. Mes vêtements me convenaient parfaitement. Un pantalon de costume bien coupé, une chemise boutonnée, chère mais discrète. Fini la posture de l'invité reconnaissant. Fini les mouvements prudents conçus pour prendre un minimum de place. J'avais l'air prospère, en bonne santé, confiant, tout ce que le vieil homme malade n'était pas censé être. Je commandais un café au comptoir, payais et le portais à leur table d'une main ferme. « Père ». La voix de Michael se brisa sur la seule syllabe. Je m'assis, ne dis rien. Les laissai ressentir le silence. Michael commença le premier. « Je n'ai pas de mots pour réparer ce que j'ai fait. Tu m'as élevé, tu t'es sacrifié pour moi. Tu as payé tout ce dont j'ai toujours eu besoin. Et quand tu es tombé malade, quand tu as réellement eu besoin de soutien, je t'ai jeté comme si tu n'étais rien. » Il s'arrêta, déglutit difficilement. « Je t'ai trahi. J'ai échoué en tant que fils. Je suis désolé. » Simple, direct. Aucune excuse concernant le stress ou les malentendus. Jennifer enchaîna, les larmes coulant déjà. « Père, j'ai dit des choses horribles. Je t'ai traité de... J'ai dit que tu nous tirais vers le bas. Je voulais que tu quittes la maison de Michael et Jennifer à Simiez, Nice, loin de mes enfants. Mais ce n'était pas toi qui nous tirais vers le bas. C'était nous. Nous sommes des gens égoïstes, ingrats, qui ne te méritaient pas. » Je sirotais mon café, laissant le silence s'étirer à nouveau. Puis je posai la question que j'avais préparée depuis des semaines. « Laissez-moi vous demander quelque chose, et je veux une honnêteté totale. Vous excusez-vous parce que je suis millionnaire ou parce que ce que vous avez fait était mal ?» Le silence semblait assez dense pour être palpable. Jennifer fut la première à rompre, de nouvelles larmes traçant des sillons sur son visage. Les deux. J'aimerais pouvoir dire que c'est seulement la seconde raison, mais je mentirais. Perdre l'argent nous a fait réaliser ce que nous avions perdu en toi. Cela fait de nous des gens horribles, n'est-ce pas? Cette honnêteté me surprit. Une conscience de soi brutale, peut-être forcée par le désespoir, mais honnête néanmoins. Je sortis un dossier cartonné de mon sac, la posai sur la table. À l'intérieur, des imprimés, le billet à ordre avec la signature de Michael, leur message texte désespéré, des captures d'écran de l'effondrement de Jennifer sur Instagram. « Vous avez collecté 90 000 € en 10 semaines, dis-je. Patricia me tient informé. Vous avez vendu vos bijoux, vos meubles, saturé vos cartes de crédit, emprunté aux parents de Jennifer. » Michael hocha la tête, incapable de croiser mon regard. « Vous avez vécu avec les appels des huissiers, les jugements des voisins, l'abandon de vos amis. Vous avez expérimenté une fraction de ce que vous étiez prêts à me faire. Me jeter dehors, malade, sans un sou, seul. Maintenant, vous savez ce que ça fait. »« Oui, » murmura Jennifer. « Vraiment. » Je fis glisser un document dactylographié sur la table. « Voici mes conditions. Non négociables. Acceptez-les ou faites face à la faillite. » Ils se penchèrent en avant, lisant ensemble. « Premièrement, vous conservez les 90 000 € que vous avez collectés et me les versez. Considérez cela comme les frais de scolarité pour la leçon que vous avez apprise. Deuxièmement, je vous pardonne les 97 500 € restants. La dette s'arrête là. Troisièmement, vous participez à une thérapie familiale obligatoire chaque semaine pendant au moins 6 mois. Quatrièmement, mon testament reste inchangé. La majeure partie de ma succession ira à des œuvres caritatives et à un fonds fiduciaire pour Olivia et Lucas. Vous recevrez un total de 100 000 € après ma mort. Pas 100 000 € chacun. 100 000 € combinés. Cinquièmement, vous reconnaissez publiquement vos erreurs auprès de notre famille élargie. Pas de réseaux sociaux, pas de spectacle public.
Juste de l'honnêteté avec les personnes qui comptent. Michael le lut 2 fois. Et si nous refusons, dis-je, je poursuivrai la totalité de la dette devant les tribunaux. Vous perdrez la maison de Michael et Jennifer à Cimiez, Nice, déclarerez faillite et recommencerez à zéro. Votre choix. 48 heures pour décider. Jennifer tendit la main vers la mienne. Je la laissai la toucher un instant, puis la retirai doucement. Des limites, pas de la cruauté. Puis-je te demander quelque chose? La voix de Michael était faible. Nous pardonneras-tu un jour? Vraiment? J'y réfléchis. Je vous donne quelque chose que vous ne m'avez pas donné. Un choix. Acceptez ces conditions. Reconstruisez vos vies avec ce qu'il vous reste. Apprenez de cela. C'est plus que ce que vous m'avez offert. Avant de me lever pour partir, je demandai à voir des photos d'Olivia et Lucas sur leur téléphone. Ils s'empressèrent de me montrer des clichés récents. Les enfants grandissaient, changeaient, vivaient leur vie pendant mon absence. Quelque chose de tendu dans ma poitrine se relâcha légèrement. Ils méritent mieux que des parents qui ne valorisent que l'argent, dis-je. Pensez-y. 2 jours plus tard, mon téléphone sonna. Père, nous acceptons tes conditions. Toutes. Quelque chose se relâcha dans ma poitrine. Pas tout à fait du soulagement. Pas tout à fait de la satisfaction. Quelque chose de plus calme. Les documents seront prêts demain. Patricia s'occupera de tout. Silence. Puis, Père, sa voix se brisa sur le mot. Je sais que tu ne me feras plus jamais confiance. Je sais que j'ai détruit quelque chose que je ne pourrai jamais reconstruire. Mais merci de ne pas nous avoir complètement détruits alors que tu aurais pu. Je regardais par ma fenêtre la baie des Anges, scintillante sous le soleil de l'après-midi. Je n'ai pas fait cela pour vous détruire, Michael. Je l'ai fait pour vous enseigner. Que vous appreniez ou non, cela dépend de vous. Je raccrochais. Ce soir-là, Patricia appela pour confirmer qu'ils avaient tout signé. L'accord de remise de dette, les conditions d'excuse publique, l'engagement de thérapie familiale. C'est fait, dit-elle. Justice est rendue. J'y réfléchis. Justice est rendue. Maintenant vient la partie la plus difficile, vivre avec. Mais lorsque je traversais ma maison cette nuit-là, chaque pièce que j'avais choisie, chaque meuble que j'avais sélectionné, chaque fenêtre donnant sur ma propre propriété, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans. Je me sentais chez moi. Le rassemblement eut lieu chez ma cousine Rita, à la mi-juin. Petit et délibéré. 15 personnes, la famille élargie, quelques amis proches qui nous connaissaient depuis des décennies. Rita avait proposé sa maison quand j'avais expliqué ce qui devait se passer. Michael et Jennifer arrivèrent main dans la main, unis dans leur humiliation. Le salon de Rita devint silencieux quand ils se levèrent. Michael prit la parole le premier, sa voix ferme mais tendue. Il y a 3 mois, mon père a reçu un diagnostic médical grave. Au lieu de le soutenir, je lui ai demandé de quitter la maison de Michael et Jennifer, à Cimiez, Nice. Ma femme a prononcé des paroles cruelles, et je les ai approuvées. Nous l'avons traité comme un fardeau alors qu'il méritait respect, gratitude et amour. Il marqua une pause, me regarda droit dans les yeux. Nous avons eu tort, un tort impardonnable. Père, je suis désolé. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais j'essaie de devenir quelqu'un qui ne le referait jamais. Ce fut au tour de Jennifer. Sa voix tremblait, mais elle continua. J'ai traité Père de vieil homme malade, qui nous tirait vers le bas. Je voulais qu'il soit loin de mes enfants. La vérité, c'est qu'il nous a toujours soutenus, aidés financièrement, et j'ai répondu à sa générosité par le mépris. Elle essuya ses yeux. J'ai passé ces mois à comprendre le genre de personne que j'étais devenu, quelqu'un dont j'ai honte. Père, je suis désolé. Vous méritiez tellement mieux de la part de votre famille. Le silence persista dans la pièce. Je me levai lentement, sentant tous les regards posés sur moi. J'accepte vos excuses, dis-je. J'espère que vous avez appris que la valeur des gens ne se mesure pas à leur compte en banque, et que la famille n'est pas quelque chose que l'on jette quand cela nous arrange. Notre relation, à l'avenir, sera différente. Il y a désormais des limites, mais il y a aussi une possibilité si vous continuez à montrer par vos actions que vous avez réellement changé. Plus tard, ma cousine Rita me prit à part. Ils en avaient besoin. Ils étaient devenus insupportables,
Honnêtement, le matérialisme, l'obsession du statut. Peut-être que cela les remettra sur le droit chemin? Peut-être, répondis-je. Le temps le dira. 3 semaines après les excuses, je retrouvai Olivia et Lucas dans un café près de leur école. Une visite supervisée, dans un lieu public, structurée selon mes conditions. Ils étaient nerveux au début, incertains de la manière de se comporter avec moi. Puis Lucas, mon petit-fils de 6 ans, posa la question essentielle. Papy, avons-nous le droit de t'aimer à nouveau? Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'avais imaginé. Je m'agenouillai à sa hauteur. Vous n'avez jamais cessé d'avoir le droit de m'aimer, mon petit, et je n'ai jamais cessé de vous aimer. Parfois, les adultes font des erreurs et ont besoin de temps pour les réparer. Vos parents travaillent à réparer les leurs. Olivia, 8 ans et perspicace, étudia mon visage. Es-tu toujours fâché contre eux? Je suis déçu, répondis-je avec prudence. Mais j'observe pour voir s'ils changent. Les actions comptent plus que les mots. Nous commandâmes des crêpes, parlâmes de l'école, des amis, de leurs projets d'été, des choses normales entre un grand-père et ses petits-enfants. Quand Michael et Jennifer vinrent les chercher, ils restèrent près de leur voiture, me laissant de l'espace, respectant les limites. Un progrès, je suppose. Patricia confirma que le fonds fiduciaire des petits-enfants avait été finalisé en juillet. 2 millions d'euros accessibles à leurs 25 ans. Michael et Jennifer signèrent un accusé de réception stipulant qu'ils n'avaient aucun accès à ces fonds. « Ils ne peuvent pas y toucher ?» demanda Michael en signant. « Pas un centime ?» Patricia confirma. « Cela protège l'avenir de vos enfants, quelles que soient vos décisions financières. » Il hocha lentement la tête. « C'est juste. Mon testament fut officiellement déposé. Des organisations caritatives recevraient 8 millions d'euros. Le fonds fiduciaire des petits-enfants contenait 2 millions d'euros. Et divers legs plus modestes iraient à des causes qui me tenaient à cœur. Michael et Jennifer. 100 000 euros au total, sur 12 millions. Le prix de la cruauté. En août, je commençai à faire du bénévolat, utilisant mon expertise commerciale pour encadrer des entrepreneurs via une association locale. De jeunes gens bâtissant quelque chose à partir de rien, comme je l'avais fait 40 ans auparavant. Cela me donna un but au-delà du conflit familial, me rappelant qui j'avais été avant l'épreuve, avant la trahison. Fin août, ma routine s'était installée dans une certaine sérénité. Séance de mentorat en centre-ville, les mardis et jeudis. Café du samedi matin avec Olivia et Lucas. Visite supervisée dans le même café. Travailler dans mon jardin, lire sur ma terrasse surplombant la baie des Anges. La vie était plus calme, mais plus riche. Patricia m'appela un soir début septembre. La thérapeute de Michael m'a contacté. Elle dit qu'ils font de réels progrès, qu'ils travaillent sur la communication, qu'ils s'attaquent au matérialisme qui a guidé leur choix. Jennifer a supprimé tous ses réseaux sociaux. Ils se reconstruisent. Bien, dis-je, et je le pensais. Regrettes-tu d'avoir été si dur avec eux? J'y réfléchis attentivement. Non, la justice n'est pas la cruauté. C'est la conséquence qui rencontre l'action. Ils voulaient que le vieil homme malade disparaisse. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont aussi eu la leçon qui allait avec. Maintenant, nous devons tous vivre avec ce que nous avons appris. Ce soir-là, je m'assis à mon bureau, regardant 2 photographies côte à côte. L'une montrait Michael à 7 ans, juché sur mes épaules à la plage, riant de quelque chose que j'avais dit, lumineux, innocent et confiant. L'autre datait de samedi dernier, Olivia et Lucas, souriant au-dessus de leurs crêpes, des pépites de chocolat parsemant leur sourire. Entre les photos se trouvaient les documents signés du fonds fiduciaire, le passé, l'avenir et la protection que j'avais bâtie entre eux. Je refermais la chemise cartonnée et me tournais vers ma fenêtre. Le soleil se couchait sur la baie des Anges, peignant l'eau d'or et d'orange. Demain, je devais rencontrer une jeune femme qui venait d'ouvrir une boulangerie et avait besoin de conseils en affaires. Samedi prochain, les petits-enfants à nouveau. Mon calendrier avait une structure, un but, un sens, tout cela selon mes propres conditions. Je n'avais plus besoin de l'approbation de Michael et Jennifer. Plus besoin de leurs espoirs d'héritage pesant sur moi. Plus besoin d'être celui qu'ils voulaient que je sois.
Pendant 3 ans, j'avais vécu dans cette petite chambre de la maison de Michael et Jennifer à Simiez, Nice, jouant l'invité reconnaissant, testant s'ils m'aimaient ou s'ils aimaient mon argent. Le test était terminé. Ils avaient échoué. Mais cet échec leur avait appris ce que le succès n'aurait jamais pu leur enseigner. Mon fils Michael savait désormais ce que signifiait tout perdre. Ma belle-fille Jennifer comprenait le poids des mots cruels. Et moi, je me souvenais de qui j'étais. Pas le vieil homme malade qu'ils voulaient en voir disparaître, mais l'homme qui avait bâti quelque chose à partir de rien, qui avait survécu à leur trahison, qui avait choisi la justice plutôt que la vengeance. Cet homme était enfin chez lui, complètement chez lui, en paix avec lui-même. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser vos impressions en commentaire. Pour découvrir la prochaine histoire, suivez nos publications. Merci de votre attention.